Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la France profonde dirigé par Thibaut Dechasse et assisté d'Elisabeth, diffusé en direct jeudi 20 décembre 2018 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Cette émission, pour une fois, sera consacrée à l'actualité, dont la gravité ne vous aura pas échappé, mais la situation est peut-être encore plus grave qu'on ne le perçoit communément. Ce phénomène exceptionnel des gilets jaunes, dont nous allons notamment parler ce soir, correspond bien à l'intitulé de notre émission, le libre journal de la France profonde. Pour l'analyser, pour le décrypter, j'ai le plaisir de recevoir ce soir dans ce studio Jean-Pierre Maugendre. Jean-Pierre Maugendre, vous êtes président de l'association Renaissance catholique. Nous avons aussi Guillaume Bernard, politologue. Bonsoir. Et Christophe Malandry, militant patriote. Est-ce que ce mot vous convient? C'est oui, pas trop national. Violent. National. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et puis je suis toujours assisté d'Elisabeth. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Elisabeth qui se fera un plaisir de lire vos messages, vos remarques, vos questions dans la mesure. La révolte des gilets jaunes. Alors si je dis que sur le plan de l'effectif mobilisé, sur le plan de la durée de la mobilisation, sur le plan de la peur ressentie du côté du gouvernement, de l'État, on n'a pas connu un tel phénomène depuis mai 68, et je parle plutôt du mai 68 ouvrier que du mai 68 étudiant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Il me semble important de souligner d'abord l'ampleur de ce phénomène qui n'est pas encore terminé à l'heure où nous discutons ce soir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très bien. Et la conversation est finie. Non, ce qui me paraît important de dire... de nous avoir accompagnés si longtemps. Non, très bonne remarque. Non, ce qui me paraît important de relever, c'est que, certes, il n'y a pas eu des manifestations extrêmement massives. Enfin, on n'a pas atteint des scores, je dirais, très élevés. Mais c'est un mouvement qui est né de manière, ex nihilo, sans aucune organisation, ce qui d'ailleurs, à mon avis, fait sa force et son intérêt. Donc, un mouvement spontané qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes. Les chiffres exacts, nous ne les aurons jamais. Évidemment, mais en cumulant, on est quand même pas loin du million sur une même journée. Bon, écoutez, c'est possible. Moi, je suis incapable de vous donner. C'est pas possible exactement. Je suis incapable de vous donner un chiffre. Le ministère de l'Intérieur l'a fait, un samedi, à l'unité près. Non, mais c'est impossible. Cela dit, de toute façon, à partir du moment où il n'y a aucune organisation politique, aucune organisation syndicale, qui sont totalement dépassées, je crois que c'est quand même l'un des éléments les plus importants. Et je crois que ceux qui s'imaginent qu'ils vont tirer les marrons du feu lors des prochaines élections auront vraisemblablement quelques déceptions. Bon, ne brûlez pas les étapes, nous allons en parler tout à l'heure. Dans la discussion. D'accord. Le simple fait qu'il y ait un mouvement qui apparaisse, qui dure, alors qu'il n'y a aucune organisation structurée qui lui permette d'exister, me paraît déjà un événement extrêmement notable. Voilà. Ouais, exceptionnel. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'aspect quantitatif. Je crois aussi que l'on peut noter l'originalité sous cet aspect quantitatif, c'est son maillage territorial. C'est-à-dire que souvent, les mouvements sociaux, en fait, sont des mouvements sociaux on le voit par exemple au moment des grèves de la SNCF, etc. C'est très urbain, c'est sur un certain nombre de villes qui sont des nœuds ferroviaires ou des choses comme ça. Alors que là, on a vraiment eu un maillage de l'ensemble du territoire national et en particulier dans ces composantes plutôt de villes moyennes ou de milieux ruraux. C'est-à-dire un nombre important, mais je pense réparti un petit peu différemment de ce que l'on est habitué à voir. Ah oui, c'est très Tout à fait. Vous avez des endroits où il y a eu villes. des manifestations, des villes ou des villages. Je prends par exemple le cas de l'Aveyron,
où vous avez eu des manifestations dans des villes, dans des petites villes ou des villages. Je crois que ça n'a jamais été le cas, même en 1968. Ouais. On a eu une répartition justement territoriale de ces événements qui est assez étonnante, pour beaucoup de avec Français, des manifestations dans des villes où il ne se passe souvent jamais rien. Pour beaucoup de Français, c'était la première fois qu'ils Exactement. voyaient une manifestation dans leur Il y vie. a des gens qui n'avaient jamais participé à aucune manifestation. Et alors, voilà, c'est-à-dire que c'est la France silencieuse, c'est la France invisible, et c'est souvent la France abstentionniste. Ce qui me paraît évidemment très significatif là aussi. Des gens qui manifestent pour la première fois. Bien sûr qu'il y avait des militants politiques qui ont essayer d'avoir localement un ascendant pour essayer d'orienter, je dirais, le mouvement local. Mais avant tout, ceux qui ont fait le mouvement, ceux qui ont fait la masse, ce sont des gens qui n'étaient pas du tout politisés et qui, pour beaucoup, ont commencé à manifester et à s'engager finalement dans une action politique à cette occasion-là. Donc là, de ce point de vue-là, c'est aussi quelque chose d'important à noter. Pour comparer avec mai 68, parce qu'on en a parlé du point de vue quantitatif, on a commencé avec l'aspect qualitatif, il est bien évident qu'on n'a pas du tout la même, je dirais, les mêmes catégories sociales qui ont manifesté. Vous avez parlé, il y a deux mai 68, on le sait bien. Il y a le mai 68 étudiant, c'est un mai 68 bourgeois. Il y a un mai 68 ouvrier, mais qui est différent et surtout qui, je dirais, n'a pas vraiment rencontré le mai 68 étudiant. C'est d'ailleurs pour cela que le régime a tenu, que le régime n'a pas été renversé. Et à l'époque, parce que le mai 68 ouvrier était tenu par les syndicats. Exactement, était tenu par les syndicats, et c'est la CGT, pour dire les choses rapidement, qui a sifflé la fin de la récréation une fois que les accords avec le gouvernement avaient été signés. Même s'ils ont mis 15 jours, 3 semaines à pouvoir faire disparaître les contestations. Mais enfin, en tout cas, il est certain que on a, entre les Gilets jaunes et le mai 68 étudiants, un espace, je dirais, social, enfin, je dirais une différence sociale absolument abyssale. On a des fils de bourgeois qui font une révolution bourgeoise contre l'autorité du père, etc. Et là, ici, on a la France silencieuse, plutôt populaire, de classe moyenne également inférieure, qui se paupérise et qui se retrouve dans une situation d'asphyxie sociale et fiscale importante. On a commencé par une jacquerie fiscale, c'est en train de se transformer en d'autres choses, mais je suppose qu'on en parlera. C'est la France qui travaille aussi, c'est la France qui bosse, ou qui aimerait bosser. Bien sûr. Il y a un aspect aussi qui est frappant, c'est l'absence totale de Paris, des véritables Parisiens dans cette manifestation. J'ai participé à la plupart des manifestations parisiennes, et discutant avec beaucoup de gilets jaunes, et je demandais souvent d'où ils venaient. Ouais. C'était en général soit de province, soit de très grandes périphéries parisiennes, Seine-et-Marne, Yonne, Essonne. Je ne voyais quasiment jamais de Parisiens, sauf des Parisiens très politisés. Ouais, une absence totale de Paris dans cette manifestation. C'est cohérent avec les résultats des la sociologie parisienne en faveur qui n'a plus rien à voir avec la sociologie qui a été évoquée tout à l'heure. La classe moyenne, voire moyenne inférieure, n'est quasiment plus représentée à Paris parce que c'est pas possible d'habiter à Paris. Et une absence de l'immigration aussi dans ces manifestations. Alors, un des autres aspects intéressants à noter dans ce phénomène, c'est que c'est un phénomène gaulois, quoi. C'est une révolte gauloise du peuple. C'est le peuple et la nation. C'est-à-dire que c'est le peuple parce que c'est le peuple au sens des catégories populaires, et c'est la nation au sens où c'est le drapeau tricolore. Ma couleur préférée n'est pas nécessairement tricolore, mais enfin, en tout cas, c'est le drapeau tricolore et pas le drapeau rouge qui a été arboré, et c'est la Marseillaise qui a été chantée et pas l'Internationale. Donc là, de ce point de vue-là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est le peuple et la nation qui se sont manifestés à cette occasion-là. Le fait qu'il n'y ait pas évidemment de Parisiens, c'est aussi le signe qu'il est possible que le mouvement puisse au moins pendant un certain temps s'essouffler ou s'épuiser, parce qu'il faut bien se rendre compte que, en tout cas pour ce qui est des manifestations sur Paris, peut-être pas au niveau local, parce qu'évidemment ça représente un coût. Ça représente un coût de manifester. Oui. Et puis le gouvernement essaye aussi que dans ce studio, il y a un certain nombre de personnes qui sont montées à Paris en 2012, 2013. Ça a
représenter pour les familles un coût élevé, et par conséquent, là, effectivement, des manifestations à Paris, il est possible que vraisemblablement, elles n'aient plus véritablement lieu. Oui, mais surtout qu'on a les empêcher. C'est ça aussi, son impact est limité par le gouvernement. Oui, mais je suis pas certain. Enfin bon, c'est un vrai débat. Hein. Est-ce qu'il faut aller en masse à Paris ou est-ce qu'il faut, je dirais, quadriller le territoire? Moi, j'ai plutôt le sentiment que l'émergence d'une nouvelle force politique qui est possible à partir des Gilets jaunes, qui est envisageable, elle ne se fera que si, évidemment, il y a un enracinement de ce mouvement-là au niveau local et qu'il y ait des initiatives pour se présenter là où l'on est compétent, là où l'on connaît des gens, là où l'on sait avec qui l'on peut travailler, et donc en particulier au municipal. Oui. Alors moi, je voudrais mettre les pieds peut-être encore davantage que vous là sur cet aspect qui est à mon avis quand même significatif. C'est le manque de diversité, comme on dit maintenant. Parmi cette population en révolte. Il y a quand même, en France, il y a aujourd'hui environ 25% des habitants qui sont immigrés ou issus d'une immigration très récente. Eh bien, parmi les Gilets jaunes, c'est marginal. Oui. Il y en a un petit peu, mais c'est très marginal. On aurait pu imaginer que la Seine-Saint-Denis se sente concernée par les hausses de carburant, de fiscalité sur les voitures, mais j'ai mon interprétation, peut-être que ce ne sera pas la vôtre, mais je pense que la France, issue de l'immigration, de la diversité, a senti instinctivement que ce mouvement n'allait pas dans ses intérêts et lui était hostile de façon innée. Peut-être. J'aurais peut-être une explication plus sociale ou sociologique. C'est où est concentrée l'immigration, c'est-à-dire elle est concentrée à des endroits où a priori elle n'a pas nécessairement besoin d'une automobile. N'oublions pas que au départ c'est l'augmentation de la taxe carbone qui met, je dirais, la goutte, j'allais dire pas la goutte d'eau, mais justement la goutte dans le bidon et fait déborder le bidon. Bon, la goutte de gasoil qui fait déborder le vase fiscal. Le vase fiscal, voilà. Mais même dans des zones rurales, la forte immigration, c'est-à-dire dans le Vaucluse, la vallée du Rhône, il y a absence de l'immigration dans les Gilets jaunes. Bon, et après il y a la question de la profession, c'est-à-dire qu'il est bien évident que dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup, d'ailleurs c'est très significatif, ce ne sont pas des manifestations qui ont duré toute la semaine, elles sont le samedi, c'est-à-dire le jour où a priori le représentant de commerce, l'artisan, le patron de TPE ou de PME, il peut effectivement dégager un petit peu de temps pour aller manifester. Et donc ça explique peut-être aussi l'absence de c'est très l'immigration. différent des mouvements sociaux habituels. C'est-à-dire les mouvements sociaux habituels sont organisés par les syndicats, sont encadrés par les permanents, et donc on fait ça en semaine parce que les gars prennent ça sur leur délégation. Alors que là, le samedi, les gars, ils prennent sur leur congé. C'est pas la même chose. Oui. Alors, il ne faut pas non plus oublier tous ceux qui manifestent au long de la semaine, d'une façon ou d'une autre. Il y a un roulement aussi. Etc. Il y a des gens qui se relaient, il y en a qui viennent de telle heure à telle heure. Voilà, non, mais ça aussi, c'est inédit. Comme mode de protestation. La semaine, vous avez aussi des retraités qui viennent... Tout à fait. Alors c'est inédit, mais justement, ça, à mon sens, ça veut dire quelque chose. Beaucoup de commentateurs en ont fait la remarque. C'est la conviviale. Moi, je me déplace pour mon activité professionnelle, donc j'ai été bloqué sur des barrages en province, etc. Et c'est vrai que de ce que j'en ai vu quand je me suis arrêté, existait une vraie convivialité, c'est-à-dire un moment de partage entre les personnes, unies par une cause commune, etc. Et ce qui me semble-t-il aussi en dit beaucoup sur un des maux de notre société, qui est l'individualisme forcené, les familles éclatées, qui font que les gens se retrouvent des relations et un lien social à l'occasion de ces rencontres sur les ronds-points, ce qui est quand même un peu interpellant, comme on dit aujourd'hui. Il y a plus convivial comme endroit. Oui, c'est ça, oui. Voilà, on fait ce qu'on peut. Il y a une demande. Hein. Vous parliez de la route, mais ça aussi, c'est un bon moyen de mesurer l'ampleur du phénomène en France. Parce que, d'une part, il y a les manifestations, mais il y a aussi tous ceux qui soutiennent sans forcément venir battre le pavé, voilà, au risque de se faire réprimer sévèrement par les forces de l'ordre. Moi,
en prenant la voiture à Paris et un petit peu en province, j'ai pu comparer le taux de gilets jaunes qui était exhibé sur les tableaux de bord. Hein, à Paris, mais c'est même pas un sur 200, quoi. Et dans les villes proches, même chose. Par contre, dès qu'on va un petit peu en province, dans le Loiret, j'étais dans le Loiret, je me suis amusé à compter, c'était environ 35%. Et dans d'autres régions, c'est beaucoup plus. On me dit en Bretagne, les 3/4. Moi, vous allez, on m'a dit c'est 70%. Vous allez dans la Seine-et-Marne non banlieusarde, celle qui est déjà quasi provinciale, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'aller très loin de Paris. 50 km de Paris, un autre univers. Hein. Voilà. Donc, mais ça, il faut le dire, notamment aux Parisiens qui nous écoutent. Moi, personnellement, nous avons le gilet jaune à notre fenêtre. Dans une ville de banlieue parisienne macroniste, nous sommes les seuls. Ouais. En tout cas, c'est aussi un bon moyen de mesurer, alors que le gouvernement, évidemment, essaie de minimiser l'ampleur du phénomène avec des chiffres ridicules. Une mobilisation, paraît-il, en baisse quasiment depuis le début, alors que maintenant ça fait plus d'1 mois que ça dure. À chaque fois, les médias, les relais du gouvernement nous expliquent que ça s'essouffle, etc. Et pourtant, ça se maintient avec une opiniâtreté tout à fait remarquable. Voilà, en tout cas, que ceux qui nous écoutent, parce qu'ils ne le voient pas forcément sur l'écran, en province, le taux de soutien et d'adhésion de la population est extrêmement important dans beaucoup de régions. Vous avez des régions où les manifestations sont très dures. Vous allez en particulier dans le sud de la France, dans les départements comme le Gard, l'Hérault, le Vaucluse, ça prend une tournure insurrectionnelle, beaucoup plus que dans l'ouest de la France. Vous savez, tous ces endroits où les péages ont été plusieurs fois incendiés. On est dans des zones aussi de contestation sociale historiquement très fortes. Des régions comme Narbonne... Ce genre de régions sont quand même assez rouges. Voilà. Mais du moment, ceux qui sont sur les barrages sont plus tellement rouges à cette heure actuelle. Oui, tout à fait. Alors, il faut en effet évoquer cet aspect des choses, cette utilisation, de ce recours à la force qui a été utilisé de part et d'autre au cours de ces manifestations, parce que c'est aussi ce qui fait une particularité, malheureusement, de cette révolte, c'est la répression qu'il a dû subir. En quelques mois, ce sont des milliers et des milliers d'arrestations. Ce sont près de 3000 gardes à vue, des dizaines de personnes en détention provisoire, des condamnations parfois très lourdes. Alors évidemment, ça dépend pour qui. On a tous entendu parler, beaucoup d'entre nous ont entendu parler de ce gilet jaune qui est placé en détention provisoire pour on ne sait pas combien de mois pour avoir fait un doigt d'honneur à des forces de l'ordre. À côté de ça, au même moment, trois racailles de banlieue qui avaient été arrêtés avec des biens volés dans l'Arc de Triomphe au moment de son saccage s'en sortent avec une simple amende. Enfin bon, il y a aussi eu des dizaines de personnes gravement blessées. Des tas de mutilés, des gens éborgnés, des gens amputés. Cet aspect des choses est aussi assez inédit. Ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas vu un tel degré de violence. Le nombre de personnes blessées est tout à fait exceptionnel. On a vu par exemple le 8 décembre dans la manifestation parisienne, une très grande violence qui s'est déchaînée sur le 8e arrondissement, mais qui était uniquement le fait, je l'ai vu de mes propres yeux, des casseurs, donc anarchistes, black bloc, extrême gauche habituels, et la racaille de banlieue. Et c'était très clair on sentait bien que les forces de l'ordre avaient pour consigne de les laisser faire. Parce que de toute façon, ces casseurs, finalement, ont deux avantages pour le pouvoir. Premièrement, ça discrédite aux yeux du brave français moyen les gilets jaunes. Ils font l'amalgame, c'est les casseurs, etc. Et ça peut aussi empêcher d'autres personnes de rejoindre des manifestations par peur de violence. Ça me paraît évident que voilà, il faut le dire. Ces incidents sont plus ou moins tolérés, voire même, je ne dirais pas manipulés, mais tolérés pour des raisons politiques. Oui, c'est certain. Et alors les médias qui mettent toujours en garde contre la pratique de l'amalgame, là, ne se sont pas gênés de le faire allègrement, en ne distinguant pas sciemment les catégories de personnes qui étaient sur place à Paris ces samedis-là. Voilà, entre le gilet jaune, qui parfois, c'est vrai, montrent leur colère, et puis ceux qui cassent volontairement, ceux qui pillent. Là, ce sont d'autres catégories que vous avez évoquées, les professionnels du genre, que sont les militants d'extrême gauche, les anciens
du barrage de Sivins, ceux de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, etc. Et puis des pillards de banlieue. Alors les médias se sont fait une joie de montrer ces images, évidemment, sans jamais préciser qui étaient c'est comme vous entendez Castaner aujourd'hui qui nous reparle des 9 morts depuis les manifestations. En réalité, tous ces morts sont dus à des accidents de la route. On va dire c'est des gens qui se sont fait malencontreusement écraser. Il n'y a pas de tués. Alors, accident, peut-être pas toujours. Il y a eu aussi des mouvements de colère. Et là, les images qu'on peut voir sur Internet montrent que pour le coup, la diversité est assez bien représentée. Exactement. Dans les problèmes de barrage forcés, avec parfois des blessés graves parmi les gilets jaunes. Il est certain que les casseurs sont les idiots utiles du système, c'est-à-dire qu'évidemment ils servent de prétexte, d'habile prétexte à la répression. Les manifestations du 24, notamment à l'Arc de Triomphe, qui n'avaient pas été pour une fois, je dirais, protégées, sécurisées, ont permis le 8 décembre de mettre des blindés sur les Champs-Élysées. Bon, voilà. Je ne suis pas certain que ça passe vraiment dans l'opinion publique. Il me semble que assez rapidement quand même, je dirais, il y a eu la compréhension de la part de nos concitoyens de ce qu'il y avait une distinction à faire pour une raison, je crois, assez simple, c'est que dans toutes les familles françaises, on connaît un gilet jaune. Et que donc, par conséquent, on sait très bien que même s'il est à bout, même s'il est énervé, il n'est pas un professionnel du pillage ou de la casse. Et donc, voilà. Mais maintenant, il est certain que ça a servi à la puissance publique pour justifier la répression. Cela dit, il faut bien se rendre compte, et je crois que là on touche aussi à un autre point important, c'est que ça a commencé par une jacquerie antifiscale, ça a continué d'une certaine manière par un mouvement politico-social, avec Macron démission, c'est en passe de devenir, me semble-t-il, une vraie crise de régime. Alors pour que ça devienne une révolution, ça serait l'étape d'après, il faudrait naturellement qu'il y ait la conjonction, la coagulation de plusieurs catégories sociales, c'est-à-dire qu'il faudrait que, grosso modo, les militants et l'MPT daignent sortir de leur salon pour aller sur les ronds-points avec les gilets jaunes, ce qu'ils ne font évidemment pas, parce que, bon, c'est sûr que les gilets jaunes boivent de la bière, mais il est certain que, en tout cas, même si nous ne sommes pas encore, je dirais, au stade de la révolution, en revanche, on est très certainement au stade aux prémices d'une crise de régime. Parce que tout ce que l'exécutif propose tombe à côté. D'abord, le report de l'augmentation de la taxe carbone, puis finalement son annulation. Ensuite, des mesures qui ne font que répondre à la question, je dirais, encore une fois, c'est important, c'est parfaitement réel, mais qui répondent à la question du pouvoir d'achat. Mais le cœur de la revendication des Gilets jaunes, c'est la distorsion entre l'augmentation de la pression fiscale, la question du consentement à l'impôt, et de l'autre côté, les services qui disparaissent de ce qu'on appelle désormais la France périphérique. Et donc, la question de l'affectation de l'impôt. Voilà. C'est ça le cœur de la contestation. Et donc, évidemment, c'est greffé là-dessus, mais très rapidement, parce que j'ai des documents qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux dès le 19-20 novembre, c'est-à-dire 2 jours après que les Gilets jaunes aient pris conscience, je dirais, de leur force, qui revendiquaient très clairement et très explicitement la question du consentement à l'impôt, la question de la remise en cause de la démocratie représentative et la défense de la démocratie directe. Donc, tout ce que va proposer l'exécutif, je l'ai dit chez un de vos confrères sur une autre antenne il y a quelques dizaines de minutes, en présence d'un député LREM qui ne semblait pas véritablement prendre la mesure de la chose. Quand il propose une consultation pour commencer à débattre de ce qui pourrait être intéressant pour enfin aboutir à éventuellement un rapport, alors que les Gilets jaunes en sont arrivés à la prise de conscience de ce que, les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent, et que donc, évidemment, la démocratie représentative est défaillante face, je dirais, à la démocratie directe, il est bien évident que là, il y a une distorsion qui fait qu'ils n'ont pas pris la mesure de l'engagement. Encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes va
peut s'épuiser. En raison du coût, en raison, je dirais, du temps, tout simplement. Je veux dire, on est en hiver, c'est pas forcément une bonne période pour la période pour la contestation. S'il fait froid, évidemment, c'est pas favorable, je dirais, aux manifestations. Mais en revanche, il est bien certain que les Gilets jaunes ont été l'amorce, le déclencheur, le révélateur d'une crise de régime. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Avant de vous donner la parole, Jean-Pierre Maugendre, il faut, à mon avis, insister sur cet aspect des choses. La crise de régime, la peur qu'il y a eu au cœur des institutions. Hein. Ça a percé un petit peu dans les grands médias. Au passé, elle est toujours là. C'est vrai, oui, tout à fait. Le Monde avait recueilli des confidences affolées d'un certain nombre de préfets, de hauts fonctionnaires, qui parlaient de situations explosives, je cite, explosives et quasi insurrectionnelles, voire pré-révolutionnaires. Comme en 1789, lorsqu'une partie de la population s'est soulevée contre les impôts, confie un préfet, ceux qui s'expriment le plus, c'est la haine du président de la République. Il y a une véritable... La colère devient de la haine. Hein. J'ai même eu des retours directs de personnes qui ont vu des préfets. Je nommerai pas les départements. Les préfets étaient absolument catastrophés, ne savaient pas du tout où cela pouvait mener, et on sentait que les pouvoirs publics étaient en train de au bord de l'effondrement. Vaciller, vraiment. Jean-Pierre Maugendre. Alors, j'aimerais d'abord partager avec Guillaume Bernard l'analyse sur la crise de régime, que je partage tout à fait. Citer une phrase de Talleyrand à propos des conditions climatiques. On voit ça dans le film Le Souper, le merveilleux film. Il dit « La pluie est contre-révolutionnaire ». Et effectivement, la foule qui est au pied de ces fenêtres, quand il commence à tomber des cordes, les gens rentrent chez eux parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais je ne suis pas nécessairement contre la pluie, finalement. Alors, sur cette question de crise de régime, je crois qu'il y a un élément qui a été mis en exergue depuis très longtemps. C'est une citation de Rivarol que vous connaissez. « Quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir. » Oui, absolument. Et je crois que là, et vous l'avez évoqué un petit peu également, Thibault, à l'instant, en parlant du ressentiment vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je crois que en fait, on a la conjonction de trois phénomènes. D'abord, des gens qui se sentent profondément méprisés, depuis longtemps. Là, j'ai retrouvé cette citation là de Bernard-Henri Lévy, qui a été conseiller de François Mitterrand, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, qui écrivait en 1985 dans son éditorial de lancement de Globe: tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard ou cocardier, nous est étranger, voire odieux. Bon. Eh bien, les Gilets jaunes, ils ont le sentiment que les gens qui les dirigent, que ce soit les amis de Nicolas Sarkozy et lui-même, les amis de François Hollande et lui-même, ou Emmanuel Macron, eh bien, ils procèdent de cet état d'esprit-là qu'ils les méprisent. Et non seulement ils les méprisent, mais en plus, ils refusent d'assumer, je pense à cette citation de Jaurès, qui est un peu dans notre sujet, à celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien. Et quand dans le même temps, ils entendent Emmanuel Macron dire qu'il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France, elle est diverse, et que le même personnage se repent des spoliations en Nouvelle-Calédonie, de l'affaire Rodin, eh bien, ça manifeste un rejet vis-à-vis de cette personnalité, dont un de mes amis disait il l'avait découvert comme inscription sur un camion. Alors je suis désolé pour les âmes sensibles, mais je crois que cette formule manifeste bien le ressentiment violent qu'une partie de notre population a contre Emmanuel Macron. Le slogan sur ce camion était « Nique ta vieille, pas les vieux ». Bon. Et il y a aussi, me semble-t-il, en complément de ces éléments, je dirais, un petit peu idéologiques, de rapport de classe, il y a aussi la personnalité d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron, au moment de l'affaire Benalla, dit que Benalla n'est pas son amant, quand il dit aux gens qui veulent mener une enquête, etc., qu'ils viennent me chercher. Quand on entend Monsieur Legendre, hier ou aujourd'hui, dire oui, ce qu'on a fait, c'était trop intelligent, trop subtil pour que ces cons comprennent, mais les gens deviennent fous. Bien sûr. Les gens deviennent fous. Ils nous disent, on nous pique notre fric, on nous humilie et on nous méprise. Les gens deviennent fous. Oui. Alors, Macron Jupiter est devenu Macron petit con, c'est-à-dire qu'en fait, il est
bien évident que si tant est qu'à un moment il ait pu pour certains incarner la figure du chef de l'État, il est bien certain qu'aujourd'hui il n'est plus le père. Voilà, c'est un enfant. C'est Emmanuel Todd qui a dit ça dans je ne sais plus quelle émission, je crois chez TDI sur RT, et ça me paraît assez juste. C'est qu'effectivement, il y a une dévalorisation de l'image et à travers lui, une aggravation, je dirais, de la crise institutionnelle. Vous avez aussi tous les députés En Marche et son équipe, mais qui sont particulièrement odieux. Ouais. C'est parmi les députés les plus incompétents et les plus insupportables qu'on ait pu avoir. Les militants En Marche, pendant d'ailleurs la campagne présidentielle, étaient tous un petit peu sur le même modèle. C'était vraiment des gens pratiquement imbus de leur personne. On ne les voit plus, hein, de toute manière. Je pense que ces députés n'ont aucun ancrage territorial, parce qu'ils ne sentent même pas ce qui se passe dans leur circonscription. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent augmenter la taille des circonscriptions. Hein. Et peut-être même introduire la proportionnelle, qui me paraît deux choses. Alors c'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait en partie la différence. Bon, François Hollande, son piteux quinquennat, n'empêche qu'il avait un appareil. Il restait en place, l'appareil du Parti Socialiste, les élus du Parti Socialiste, qui défendaient la position du président. Il restait un réseau de défense du président de la République. Aujourd'hui, le roi est nu. Sur le terrain, qui, en région, à part les préfets, dont c'est le métier, et dont la parole, à cet égard, est forcément sujette à caution, qui prend la défense du président de la République, étant en contact avec le bon peuple? Il y a personne. Écoutez, vu ce que j'entends, je ne sais même pas si les préfets défendent encore Macron. Bon, on leur reprocherait pas, c'est leur métier. Surtout depuis qu'une préfecture, c'est depuis Puy-en-Velay, a été incendiée. Je crois qu'ils ont peur, je crois qu'ils ont eu très peur aussi que les forces de l'ordre ne basculent du côté des manifestants. Ça, c'est la révolution. Et puis, il y a un troisième élément qui, je crois, doit attirer notre attention. Moi, je n'ai pas vraiment de réponse. Mais il s'avère quand même que, malgré la présence d'un certain nombre de pilleurs issus, comme vous le dites si aimablement, de la diversité, pour l'essentiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des gens de la diversité qui sont des voleurs, naturellement. Mais enfin, les banlieues n'ont pas bougé. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Elles n'ont pas profité, je dirais, de l'ébranlement de l'État pour essayer d'en retirer quelque chose. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a une explication, c'est que Macron a envisagé de réorganiser le financement des religions. Et de favoriser par un système, je dirais notamment à l'allemande, par le biais, je dirais, de dons faits lors de la déclaration de l'impôt sur le revenu, de permettre le financement des différents cultes. Et donc, je pense que les banlieues ont... Alors, il est possible... Il est envisageable de penser que les banlieues n'ont pas bougé parce qu'elles espèrent obtenir un financement, sinon public, du moins un financement organisé par l'État pour la construction des lieux de culte. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est que pourquoi n'ont-elles pas bougé? Voilà. Vous leur prêtez quand même des calculs. Alors juste un élément par rapport à ce qui vient d'être évoqué sur le comportement des forces de l'ordre. Là, je pense qu'on peut faire deux remarques. La première, à la différence de ce qui a été évoqué sur mai 68, dont on parlait tout à l'heure, au moment des événements de mai 68, les masses populaires, les prolétaires, ils sont dans les rangs des CRS et des gendarmes mobiles, des gens issus de cette classe sociale. En face, c'est des petits bourgeois. Il n'y a pas de lien de famille, il ne peut pas y avoir de complicité parce que ces gens n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bon. Et je crois qu'aujourd'hui, on est sur un phénomène très sensiblement différent, en ce sens que les classes populaires qui constituent, je dirais, l'immense majorité des bataillons, des baillons jaunes, des gilets jaunes, elles sont aussi constitutives des forces de sécurité, des CRS et des gendarmes mobiles. Gendarme mobile du rang, un CRS du rang, il appartient à cette classe sociale. Et donc tous, je pense, tous les CRS, tous les gendarmes mobiles, ils ont un frère, un cousin ou quelqu'un qui est gilet jaune. Oui. C'est la première remarque. Et la deuxième, c'est de dire que les mesures fiscales, les mesures sur le coût de la vie, les mesures sur l'essence, etc.,
ces gens-là sont concernés comme les autres. Ouais. Et donc, alors, le gouvernement cherche à les acheter, une prime de ceci, une prime de cela. Je crois, mais on aura certainement l'occasion d'en parler au cours de cette émission, que c'est une erreur profonde sur la nature humaine d'une part, et sur les motifs plus ou moins conscients ou inconscients de cette révolte. Alors, à propos des banlieues, bon, je vais quand même mettre un petit bémol. Elles ont quand même un peu bougé d'une façon indirecte avec les émeutes dans les lycées, qui ont été très peu médiatisées. Et on a pu suivre, surtout via les réseaux sociaux, ces événements qui ont eu lieu sur une dizaine de jours, qui ont été extrêmement violents. Dans beaucoup de banlieues, non seulement de l'immigration, mais aussi dans des lycées professionnels situés des fois dans d'autres villes. J'ai eu le cas dans ma ville, où il y a eu de véritables émeutes, comme jamais vues, qui étaient causées justement par des lycéens de lycées professionnels qui se recrutent justement dans le même public de la diversité. Vous avez des incendies de bâtiments, des violences envers le personnel éducatif, administratif, des incendies de véhicules, des événements quand même très graves dans les lycées qui se sont finalement éteints de façon un petit peu miraculeuse au bout de quelques jours, mais qui c'était sévère aussi, la répression. Mais il y a eu, je suis d'accord, hein, des mouvements lycéens. Aubervilliers, par exemple. D'accord, mais c'est pas les 3 semaines d'émeute de 2005. Non. Mais ça aurait pu partir très sévèrement le lundi 3 décembre. C'était tangent, ça a duré quelques jours et ça s'est plus ou moins calmé. À la fin de la semaine, on a l'impression qu'il y a eu comme s'il y avait eu un espèce de mot d'ordre. Ouais. C'est très étrange. Moi, je pense quand même que la répression, qui était quand même très vive, très ferme, a quand même joué aussi. D'ailleurs, vous parliez, Jean-Pierre Maujean, des forces de l'ordre. Je pense qu'on peut aussi noter, avec ce phénomène, un divorce qui s'opère entre les forces de l'ordre et une catégorie importante de la population française qui, jusqu'à présent, les respectait, les appréciait. Les images assez nombreuses et parfois très choquantes de violence, d'excès de zèle qui ont eu lieu. Je ne dis pas que parfois il faut remettre dans le contexte, mais il y a quand même des images objectivement choquantes et très pénibles d'excès de zèle de certains fonctionnaires de police envers des gilets jaunes, des vieillards, des femmes, etc., des handicapés. Et bien tout ça a créé un effet vraiment délétère chez toute une catégorie de la population. Encore une fois, ils découvrent tout simplement. Ils découvrent que les forces de l'ordre sont là pour défendre le régime en place. Enfin, franchement, c'est la police. Quoi de nouveau. C'est intéressant. Voilà. Et comme vous le disiez, il y a et que donc effectivement, si jamais il basculait du côté des manifestants, là, le régime était en danger. Je crois que les repas de fin d'année risquent d'être très animés. Je crois que ce phénomène est plus ancien. Là, j'en parlais avec un officier de gendarmerie départementale il y a quelques semaines. Donc, gendarmerie départementale, pas gendarmerie mobile. Hein. Donc, les gendarmes blancs, ils sont là pour aider les gens. Bon. Et il me donnait ce témoignage. Il me dit, de toute façon, chaque fois qu'on est appelé, systématiquement, on commence par se faire injurier. C'est-à-dire que les gens disent, vous arrêtez pas de nous emmerder avec les radars, etc. Vous arrivez en retard. De toute façon, je vais porter plainte. Je sais bien qu'il se passera rien. Et autre phénomène qui était évoqué, c'est le 2 poids 2 mesures. De dire, voilà, parce que je suis ce que je suis, moi, il y aura aucune tolérance. Il y a un sentiment, et c'est un sentiment très fort, me semble-t-il, voilà, le sentiment d'injustice. Et je pense que ce que l'on appelle, mon Dieu, j'espère que c'est le petit blanc, il vit ce sentiment d'injustice. Il ne connaît pas, mais je ne sais pas s'il connaît pas le mot, un des éléments fondamentaux de la démocratie athénienne, c'était l'isonomie. C'est-à-dire le fait que la règle était la même pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, un des facteurs de clivage fort, un des facteurs de ressentiment, de sentiment d'injustice, c'est le fait que la règle n'est pas la même pour tout le monde. Alors ça a toujours été vrai, La Fontaine nous le dit déjà, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir, mais voilà, je crois que ce sentiment est plus fort qu'il ne l'a été à certaines périodes. Vous l'avez aussi dans le domaine de la justice. Vous faites du trafic de cannabis en Seine-Saint-Denis, vous n'aurez strictement rien, vous allez dans le Cantal, vous serez condamné sévèrement, pour les mêmes faits. Ouais. Je peux vous donner des exemples. Vous savez ce que dit Audiard de la justice dans je ne sais plus lequel de ses films. La justice, c'est comme la Sainte Vierge. Quand on ne la voit jamais, le doute s'installe.
Alors, puisqu'on est sur cet aspect-là des choses, il faut donc souligner la réaction forte de la force publique, en fait, très ferme, même assez virulente parfois. Et puis aussi, un recours inédit par son ampleur à l'arbitraire, c'est-à-dire aux arrestations arbitraires. La loi en fait est piétinée par les forces de l'ordre, qui agissent évidemment elles-mêmes sur consigne. Hein, je pense aux arrestations préventives. Elles ont vendredi dernier, donc la veille de la dernière grande mobilisation, le samedi, il y a eu des dizaines de personnes interpellées le vendredi chez elles, à l'aube, et perquisitionnées. Elles avaient été identifiées comme des meneurs potentiels, et donc elles ont été arrêtées au prétexte qu'elles avaient semé le trouble précédemment, mais elles ont été arrêtées la veille, évidemment, pour qu'elles ne puissent pas manifester le lendemain, le samedi. Le samedi en question, très tôt, des centaines de personnes ont été arrêtées, ont été empêchées de monter vers Paris, sorties du train parce qu'elles avaient un gilet jaune avec elles, etc. Des centaines de personnes arrêtées au motif qu'elles avaient non seulement un gilet jaune, mais à côté de ça, je sais pas, un casque ou un masque à gaz dans leur voiture. Enfin, des lunettes de piscine. Des lunettes de piscine, voilà. On ne sait jamais, ça peut faire mal. Comment dire, le régime piétine en fait ses propres lois, et ça aussi c'est extrêmement choquant pour beaucoup de gens. Ça existe depuis longtemps, mais avec cette ampleur inédite, je crois qu'on franchit vraiment une étape. Et alors ça va probablement s'inscrire ensuite dans le droit, parce qu'évidemment au bout d'un moment c'est quand même pas tenable. Hein, c'est le Figaro qui relatait il y a pas longtemps un projet dans la sphère gouvernementale. Il nous dit qu'un groupe de travail est en cours concernant l'évolution du cadre légal du droit de manifester. Parmi les mesures envisagées, la création de périmètres de protection permettant des contrôles, l'interdiction à certains individus de participer à des manifestations, sans détail, ou encore la transformation en délit de la contravention de participation à une manifestation avec le visage dissimulé, etc. Vous avez Donc ça veut dire remarqué... qu'en fait, toutes les personnes qui seront fichées arbitrairement, comme en tant que militants politiques déterminés, eh bien, elles pourront être interdites, privées des droits les plus élémentaires. Mais déjà, ces manifestations, il faut le remarquer, parce que c'est remarquable, elles n'ont jamais été déclarées. Aucune des manifestations des Gilets jaunes n'est autorisée, n'est déclarée. Donc déjà, vous êtes sur... Ça, c'est marginal. Alors, ça me fait penser aux 68 arts, aux petites digressions, mais donc aux 68 arts aujourd'hui qui s'émeuvent justement du fait que les manifestations ne soient pas déclarées, qu'il y ait eu quelques barricades, etc. Mais c'est vraiment se moquer du monde. Hein. Tout comme d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, tous nos politiciens républicains qui sont scandalisés parce que y a une forte colère qui s'exprime chez les Gilets jaunes. Est-ce qu'il faut leur rappeler comment est née la République ? À la première, mais même les suivantes. Elle est née vraiment dans le sang, quoi, dans le rejet brutal des institutions, dans les massacres. Hein. Alors de Bercy, on n'en est pas là, mais tous ces gens, enfin ces politiciens républicains donneurs de leçons, devraient quand même se rappeler d'où ils viennent, quoi, et d'où vient leur régime. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le mandat représentatif, qui est quand même un des cœurs du problème, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Le mandat représentatif est le seul autorisé. Il y a une prohibition du mandat impératif depuis la Révolution française pour deux raisons. Une raison d'ordre philosophique. Dans le fond, tout le monde n'est pas vraiment capable de se faire un choix. Distinction entre citoyen actif, citoyen passif, le bon sieyès, le bon entre guillemets, qui justifie d'une certaine manière et le fait que l'on puisse avoir recours au suffrage censitaire et le fait que, évidemment, l'électeur, lorsqu'il vote, ne fait qu'exercer la fonction de désigner des représentants qui, eux, exprimeront la volonté générale. N'oublions pas ça. Je veux dire, un député sous la Troisième République, il est la volonté générale. Et ce ne sont pas les électeurs qui, eux, expriment des idées. Et ça, je crois que les Français commencent à en prendre conscience. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que, naturellement, les députés aux États généraux ont piétiné leur mandat impératif. En s'autoproclamant Assemblée nationale en juin, puis en s'autoproclamant Assemblée nationale constituante, ce qui traduit une vraie philosophie politique de dire il n'y a de corps politique que parce qu'il y a un contrat. Bon.
c'est une autre affaire. Eh bien, en piétinant le mandat impératif, en s'autoproclamant Assemblée nationale puis Assemblée nationale constituante, il est évident qu'il ne pouvait pas par la suite permettre le mandat impératif. Le cœur du problème là. Ce que moi je constate, c'est que, et c'est ça qui, je dois vous avouer que ça m'amuse assez, les partis politiques aujourd'hui sont assez ouverts à l'idée, je dirais, du référendum d'initiative populaire, parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir, je dirais, l'instrumentaliser à leur profit. Mais le mandat impératif qui permettrait de destituer des élus, ils en sont beaucoup plus éloignés. Je crois que c'est un critère qui permettra de distinguer ceux qui vivent de la politique et ceux qui pensent que la politique est un service. Sur cette remarque, nous allons faire une petite pause parce que nous devons faire passer un petit bobino et puis ensuite, Elisabeth nous lira une rafale de messages. Depuis plus de 30 ans, Radio Courtoisie se bat pour garder à Noël son caractère religieux et soutient ceux qui veulent la célébrer en installant une crèche au vu de tous. Aider Radio Courtoisie à continuer ce combat face à la marchandisation d'un si beau moment de recueillement, de partage et d'espérance. Notre message est placé sous la protection des anges dans nos campagnes, symbole de l'enracinement dont la mondialisation est en voie de nous priver. Afin que les enfants soient au cœur de cette fête, citons les mots célèbres d'une chanson laïque, mais pourtant émouvante. N'oublie pas mon petit soulier. Donnez à Radio Courtoisie. Soutenez-nous par un don en ligne ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Je suis délégué général. Elisabeth, quelques messages d'auditeurs, s'il vous plaît. Vous êtes bien sur l'émission de Thibaut de Chassey, Libre Journal de la France profonde, diffusée aujourd'hui jusqu'à 23h et en rediffusion ce dimanche 23 décembre, donc de 21h30 à 23h. Notre sujet, c'est la révolte des Gilets jaunes, mais de manière plus générale, l'actualité. Nos invités sont Jean-Pierre Maugendre, de Renaissance catholique, Guillaume Bernard, politologue, et Christophe Malandry, militant, patriote. Alors, nous avons eu plusieurs questions, j'en ai sélectionné un. Un auditeur, à l'attention de Monsieur Maugendre. Les Gilets jaunes ne veulent ni de Macron, ni des ex-UMP, ni des ex-PS, ni des hommes politiques, ni d'un De Villiers, ni d'un Zemmour, ni des partis politiques qui se sont succédés depuis 50 ans. Donc, que faire ? Mais très bien. Enfin, je ne suis pas sûr que certaines des personnes citées soient nécessairement forcément rejetées, mais de manière générale, bien sûr, le mouvement des Gilets jaunes est apparu parce que l'offre politique et l'offre syndicale est défaillante et que ce qu'annoncent les Gilets jaunes, c'est la possibilité de remplacer cette offre politique, y compris l'offre politique extrême, parce que je suis fasciné, promis je ne suis pas très long, mais je suis quand même fasciné, même si je ne suis pas Jean-Pierre Maugendre et que c'est lui qui était apostrophé. Je suis quand même fasciné, si vous voulez, par le fait que, dans le fond, les partis contestataires dans un système partisan peuvent apparaître comme étant anti-système. Mais comparé aux Gilets jaunes, même les partis anti-système ou dits anti-système sont en fait le système. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc, j'attire vraiment votre attention sur le fait que, bien sûr que certains partis politiques espèrent faire de hauts scores aux élections européennes, ils n'auront emmagasiné ou ils n'auront capté le mouvement des Gilets jaunes que s'ils permettent l'augmentation de la participation. Faire un très haut score avec 60% d'abstention, ça ne veut pas dire qu'ils seront représentatifs du tissu social réel. Oui, si ces partis réussissent à faire un haut score avec une augmentation de la participation, alors là, dans ce cas-là, oui, il peut être qu'effectivement le mouvement sera phagocyté ou canalisé. Mais pour l'instant, ça n'en prend absolument pas l'orientation. Quelque chose à ajouter, Jean-Pierre? Non. Alors, message suivant. Vous avez quand même des Gilets jaunes qui étaient abstentionnistes. Beaucoup se rendent compte que c'était sans doute une erreur. Parce que l'abstentionnisme, ça donne une chambre macronisée qui ne représente rien en France. C'est une erreur, mais il y a aussi un discrédit complet de la représentation et
l'électoral. Les gens, ils ont quand même en tête le référendum de 2005 sur l'Europe. Oui. Voilà, on vote, et puis les instances décident qu'on n'a pas bien voté. Donc, 1 an plus tard, on fait l'inverse. Les gens disent, ça ne sert à rien. Et donc vrai. ça, c'est un facteur de démotivation et d'abstentionnisme très important. Rappelons, Christophe Malandry, pour rebondir sur votre propos, que Macron domine très largement l'Assemblée nationale, mais proportionnellement, si on était en proportionnel intégral, c'était 15%. C'est une très très grave erreur. 15% des inscrits. Oui, mais attendez. Qui Le problème de la qui l'ont proportionnelle, soutenu. c'est que c'est une escroquerie, la proportionnelle. Alors, Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le monopole donné aux partis politiques pour désigner qui sont les candidats. Et ça, si vous voulez, justement, les Gilets jaunes, c'est l'inverse. C'est justement le fait que l'offre politique est défaillante. Oui, et donc, ce qui serait acceptable, c'est effectivement plutôt des petites circonscriptions dans lesquelles des candidats autonomes, libres, enracinés puissent se présenter à moindre coût. Faire des grandes circonscriptions, faire des scrutins de liste, c'est donner le monopole aux professionnels de la politique, cela même que les Gilets jaunes rejettent. Alors ce monopole a aussi été conforté récemment dans la loi par l'interdiction du cumul des mandats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'être à la fois député et d'être maire d'une ville importante. Et là, cela revient à quoi ? Cela revient à donner tout le pouvoir au parti, puisque c'est le parti qui va nommer les candidats dans les circonscriptions législatives, alors qu'auparavant, un élu qui avait fait sa place en étant reconnu dans une commune moyenne, etc., eh bien, au bout d'un certain temps, c'est les gens de la région l'ayant reconnu, il arrivait à devenir député malgré le poids des partis. On en a un bon exemple avec Jacques Bompard. Voilà, donc il est une ville moyenne, il a réussi, les gens ont été contents et il a fini par être élu contre tous les partis. Aujourd'hui, c'est impossible avec le nouveau système. Et c'est fait pour que les partis dominent tout. Il a été élu, c'était... Alors, c'est oui, sa après, suppléante. C'est l'ancien système. Oui, c'était dans le cadre d'un parti. Vous avez aussi l'être incompatible d'avoir une assemblée qui soit représentative et puissante avec un président de la République omnipotent. Là, on revient à toutes les tares de la Ve République. Donc, s'il y a vraiment un changement aussi au point de vue législatif, il n'est pas possible d'avoir un président élu au suffrage universel qui ait autant de pouvoir. Il faut qu'il y ait un choix. Je vous proposerais bien un chef de l'État au-dessus des partis, assurant la continuité de l'État. Ça me rappelle quelque chose. Et effectivement, la possibilité, en appliquant la subsidiarité, de permettre effectivement que là où les personnes sont concernées et compétentes, de s'exprimer, de s'auto-saisir d'une question. Et ça se permettrait, je dirais... la res publica, la chose publique, la défense de la chose publique, je dirais, par les personnes concernées, avec le maintien de la continuité de l'État. J'ai peur que le problème soit plus profond et touche même au principe du régime des partis. Elisabeth, un autre message. Oui, une autre question d'auditeur. Il a été dit à maintes reprises qu'il n'y avait pas de chômeurs parmi les gilets jaunes manifestant sur les ronds-points. Cela est curieux car à ce que l'on entend, les gilets jaunes sont des abstentionnistes, il doit bien exister des abstentionnistes parmi les chômeurs. Qu'en pensez-vous ? Mais de tout. Je pense que ceux qui prétendent connaître de manière très claire absolument effectivement la sociologie de tous les gilets jaunes sur tous les ronds-points sont des menteurs. Des escrocs. Il y a sans doute des chômeurs, mais il y a de tout. Vous avez même des chefs d'entreprise. Absolument. Bien sûr. Autre message. La diffusion en boucle, il y a quelques mois, du documentaire Hold Up sur l'Élysée, montrant l'entreprise de conquête du pouvoir par les soutiens d'Emmanuel Macron, n'a-t-il pas contribué à exaspérer davantage les Français ? Probablement, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu alors. Donc. Je ne regarde pas la télévision. Mais l'attitude d'Emmanuel Macron depuis le début exaspère les Français, vous l'avez dit tout à l'heure. Jean-Pierre Mogendre. Les insultes qu'il profère, ça aussi c'est inédit. Les catégories populaires étaient exaspérées par Macron avant même qu'il soit élu. Il a parlé de fainéant, d'illettré, il a parlé de lèpre nationaliste pour désigner une partie du peuple qu'il dirige quand même, à l'étranger en plus. Personnellement, moi je m'en rangerais plutôt dans la catégorie des alcooliques, mais enfin chacun son truc. Je me souviens d'une tribune de quelqu'un qui n'est pas de notre famille de pensée. François Ruffin, le député insoumis, avait écrit dans Le Monde entre les deux tours une tribune où il indiquait déjà, avant même que Macron soit élu, à quel point il était haï par les classes populaires. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous avait lu cette chronique. Et cette tribune prend un relief tout particulier
Bien sûr. quand on la relit maintenant. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même. Emmanuel Macron était censé être un bon communicant et puis entouré de professionnels. Et depuis le début de cette crise, on a l'impression qu'il fait bourde sur bourde. Attendez, parce que quand il est lâché, dans le public, effectivement, il fait des bourdes parce que le naturel revient au galop. Quand il fait une prestation télévisée enregistrée, c'était le cas le 10 décembre, c'était absolument remarquable, je dirais, de maîtrise. En revanche, c'était remarquable de maîtrise dans la forme, mais c'était hors sujet sur le fond. Je ne sais pas C'est qui le ça peut rédacteur berner. qui n'a pas voulu s'exprimer en direct. Non, mais le fait justement de se taire pendant de très longues semaines, de jouer l'indifférence ou le mépris, alors qu'il avait dit un peu plus tôt avant dans le cadre de l'affaire Benalla, qu'ils viennent me chercher. Bon, les gens viennent le chercher, là il se terre, il n'y a plus personne. Enfin, tout ça est désastreux en termes de communication. C'est quand même très étonnant. Elisabeth, y a-t-il un autre message? L'attention de Monsieur Bernard. Déconnectés, c'est tout. Oui. Pense-t-il que son analyse sur le clivage droite-gauche est encore pertinente eu égard à l'explosion actuelle et compte tenu du fait que, selon moi, l'auditrice, plus personne ne veut de la droite ni de la gauche? Ah oui, parce que précisons, Guillaume Bernard, que vous êtes l'auteur d'un livre très intéressant intitulé « La guerre à droite aura bien lieu », sous-titré « Le mouvement d'Extrogir ». Oui, mais bien sûr, écoutez, le problème, c'est que, je vais être très rapide parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais il est bien évident que la classification droite-gauche est un instrument d'analyse du réel. Ce qui compte, c'est le réel. Vous pouvez toujours situer une chose à la droite d'une autre chose. C'est une manière d'analyser ce qui est, je dirais, le spectre politique. Et pour analyser un spectre politique, il faut toujours combiner deux éléments, c'est-à-dire l'élément doctrinal et puis l'élément, je dirais, factuel, les élections, la sociologie, etc. Oui, je maintiens qu'il y a un spectre politique avec un côté droit et un côté gauche. Et ce que je prétends, c'est que désormais, depuis la chute du mur de Berlin, contrairement à ce qui s'était passé depuis la Révolution française, la pression politique vient par la droite du spectre politique, c'est-à-dire qu'il y a une reconquête de l'espace politique petit à petit par ce qui est ontologiquement ou philosophiquement de droite. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle « La guerre à droite aura bien lieu », parce qu'il y a à droite une guerre entre ce qui est véritablement de droite et ce qui n'est que à droite, ce qui s'était retrouvé à droite sous la pression, je dirais, de l'évolution politique depuis la Révolution française. Et quand on me reproche également d'être de ceux qui ont, je dirais, participé à l'élaboration de l'appel d'Angers, eh bien, certains confondent l'union des droites, qui est naturellement quelque chose d'assez peu vraisemblable, avec l'unité de la droite. L'appel d'Angers préconise de faire l'unité de la droite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont véritablement de droite, qui sont aujourd'hui répartis entre différents partis politiques, qu'ils soient des hommes politiques ou qu'ils soient des électeurs, et que c'est l'unité de ces gens-là qu'il faut faire contre les partis politiques qui aujourd'hui sont le principal obstacle à l'unité du peuple de droite. Y a-t-il un parti politique de droite, hein? En tout cas, d'importance. Bon, autre débat. Je voudrais que nous parlions un petit peu du problème de l'impôt, hein, qui est quand même sous-jacent à tout ce phénomène que nous constatons. Et puis, il faut aussi, à mon avis, mettre en garde ou dénoncer des manœuvres d'extrême gauche, hein, la gauche radicale, qui essaie de prendre en marche le train et de pousser certaines thématiques, notamment concernant l'ISF. Voilà. Hein, la gauche radicale essaie d'influencer, d'orienter cette révolte gauloise, et pourtant antifiscale. Hein. Alors elle essaie de la réorienter justement sur un combat fiscaliste. Parce que la moyenne bourgeoisie catholique de droite préfère rester chez elle plutôt que d'être sur les ronds-points et manger des merguez. Voilà, c'est tout. Alors là, pour le coup, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, si j'ose dire, parce que s'il y a une influence, j'ai des témoignages absolument certains en province, où quand certains militants d'extrême gauche arrivaient avec des tracts pro-migrants, il suffit qu'il y en ait un qui explique très concrètement que la situation économique et sociale et culturelle de la France est le résultat de la mondialisation et que la mondialisation, c'est aussi bien la mondialisation économique que culturelle et que donc par conséquent elle n'a qu'à remballer ses tracts, eh bien tous les gilets jaunes qui ne sont pas politisés approuvent ce discours. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour le tenir sur le rond-point, ce discours. Oui, bien sûr. Alors, sur les impôts, là, j'aimerais faire trois remarques. D'abord, une remarque sur un principe de base. Normalement, l'impôt, c'est la contribution de la population, des citoyens, au fonctionnement
de la puissance publique. C'est ça que ça devrait être. C'est ça normalement que c'est dans l'absolu. Là, je lisais dans le Nouveau Larousse illustré comme définition de l'impôt, somme d'argent que l'État oblige les particuliers à payer et destinée en principe, c'est un Larousse de la fin du 19e siècle, déjà en principe, à subvenir aux dépenses des services publics. Normalement, c'est ça l'impôt. Mais il se trouve que depuis bien des décennies maintenant, d'une part, l'impôt, ça n'est pas ça. Un exemple, une citation que je vous donne, il est beaucoup question de Christophe Castaner. Eh bien, il avait fait le 14 septembre dernier une déclaration que je vous livre. L'outil privilégié pour corriger les inégalités de naissance est l'impôt sur les successions. C'est-à-dire qu'il ne donne plus à l'impôt une finalité de contribution au fonctionnement des services publics, il lui donne une finalité politique. Idéologique. Cette finalité idéologique, elle est une application d'un des éléments de la trilogie révolutionnaire, c'est l'égalité. C'est faire en sorte qu'à la naissance, tous les gens aient la même chose. Ce qui est d'une part une utopie, parce que tous les gens aient la même chose, quand bien même l'auraient-ils matériellement, ils ne l'auront pas intellectuellement. Les conversations qu'il y a à table avec vos parents, vos frères et sœurs, etc., le sujet des préoccupations, le nombre de mots qui sont employés, vont créer dès le début une inégalité. Le seul moyen, et certains y ont pensé bien évidemment, c'est de retirer les enfants dès la naissance à la famille. La logique est celle-là. C'est-à-dire, si on veut être cohérent avec le principe, la logique est celle-là. Et d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais la fiscalité macronienne, et en particulier la fiscalité de Macron sur l'ISF, c'est favoriser la fortune vagabonde, comme dirait quelqu'un d'autre, et en revanche, matraquer la propriété foncière enracinée qui protège la famille. Bien sûr. Et donc là, il y a vraiment, je pense, dans les principes révolutionnaires, et la Ve République comme les autres en procèdent, une haine ontologique de la famille, parce que la famille, c'est l'inégalité. Et puis je crois qu'il y a un troisième élément de réflexion que l'on doit avoir en tête concernant les impôts. Les impôts, une bonne partie sont attribués, les impôts, les taxes, les prélèvements obligatoires, enfin je mets tout ça ensemble, etc., sont en fait des aides sociales au nom de la solidarité. Et je crois qu'il faut vraiment avoir le souci de dire la vérité sur ce mot. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la solidarité est la négation de la responsabilité. J'en donne un exemple très simple, c'est en particulier tout ce qui concerne la famille. Aujourd'hui, dans une famille, quand vous avez des enfants, vous êtes pénalisé sur votre niveau de vie actuel, puisque chaque enfant, globalement, on estime que c'est 20% de baisse du niveau de vie de la part des parents. Rendu à un certain nombre, votre conjoint ne peut pas travailler, donc on est sur un seul salaire. Et je lisais il y a quelque temps un petit truc sur Facebook ou je sais pas quoi. C'est quoi une famille nombreuse? Une famille nombreuse, entre autres, c'est une famille qui va pas au sport d'hiver. Parce qu'effectivement, même si le papa a une bonne profession, la maman, si elle peut pas travailler, si elle s'occupe des enfants, on va pas au sport d'hiver. Mais je le confirme. Oui, moi aussi, j'ai vécu ça, bien sûr. Mais là où je pense qu'il y a une mauvaise conception de la solidarité, c'est que cette personne qui a des enfants, ce sont ces enfants qui paieront sa retraite, mais qui paieront aussi la retraite des gens qui, d'une part, auront eu un niveau de vie supérieur tout le temps de leur carrière professionnelle, qui auront eu la possibilité d'épargner, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté, ce que ne peut pas avoir une famille sur un seul salaire avec 5 ou 6 enfants, etc. Et ce sont donc les enfants dont les parents ont accepté de faire ces sacrifices qui vont payer les retraites des autres. Au nom de la solidarité, je dis que cette solidarité, elle est profondément contraire à la justice. À la justice distributive, absolument. Bien sûr, et j'attire l'attention aussi. Un certain nombre, alors là, c'est peut-être le pavé dans la mare, mais on voit beaucoup sur ces ronds-points des gens d'un certain âge, des jeunes retraités, etc. Mais c'est les enfants du baby-boom qui n'ont pas eu d'enfants. C'est-à-dire que eux, généralement, ils ont un certain nombre de frères et sœurs, etc. Mais
ils ont vécu cette révolution silencieuse. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à l'âge adulte en ayant en tête, il est interdit d'interdire, jouir sans entrave, etc. Ils n'ont pas eu d'enfants et ils voudraient des retraites. Attendez, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Dans la vie, il faut choisir. Et donc il y a aussi là quelque chose, je pense, autour de l'impôt, de profondément faussé dans le fonctionnement général de la société. Très bien. Christophe Landry, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors on n'a pas du tout évoqué finalement un aspect des choses qui est à l'origine de l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est cette fameuse fiscalité écologique. Cette véritable dictature écologique que l'on essaye d'imposer au foyer, comme renoncer aux véhicules diesel qui sont polluants, demander aux ménages dans les campagnes de changer leur chauffage au fioul pour un chauffage au gaz inexistant ou de l'électrique, alors que en même temps l'électricité est quasiment rendue de plus en plus onéreuse, car on est en même temps contre les centrales nucléaires. Donc cette espèce de dictature écologique qu'on essaye pour influencer sur les comportements au quotidien. Et ça, c'était un aspect aussi très net de la révolte de la population. Alors en plus, cette dictature écologique, c'est vraiment prendre les gens pour des billes, quoi. Parce que le fait que la France, par rapport à ce qu'elle présente aujourd'hui, en termes d'activité économique et puis en termes de population, de dire que voilà, parce qu'on va avoir baissé de 10% notre CO2, etc., ça va avoir un impact sur la planète. Il faut vraiment... on voit ce langage. Dans l'utopie. On parle maintenant des gens quelle est l'empreinte carbone que vous laissez. Oui, mais il y a quelques années, on n'entendait jamais parler de ce genre de choses. Mais je vous signale qu'il y avait eu une publication qui avait été faite en expliquant que pour diminuer son empreinte carbone, il fallait avoir moins d'enfants. Oui, on avait vu ça aussi. Alors, j'abonde dans le sens Mais il faut quand même avoir des retraites. Il faut choisir, mon vieux. Voilà. J'abonde dans le sens de ce qu'a dit Jean-Pierre Maugendre. Je crois que malheureusement, on est en face, je dirais, de certaines contradictions. À la fois, je dirais, une demande de solidarité et un comportement extrêmement individualiste, notamment sur la question qui est la question politique centrale, qui est la question de la natalité. D'ailleurs, un homme politique italien actuel a récemment dit qu'il serait plutôt jugé sur les questions de démographie que sur les questions économiques, et je crois qu'il a, à long terme, parfaitement raison, ce que un certain nombre d'autres hommes politiques en France, supposément proches de lui, n'ont pas du tout compris, notamment en matière de bioéthique, de mœurs, de natalité. Mais je crois que c'est évidemment, on est confronté, je dirais, à une situation où il ne faut pas croire que demain on peut raser gratis. C'est-à-dire que les revendications des gilets jaunes sont assez saines, sont assez intéressantes, sont assez légitimes. Simplement, il est bien évident que l'on ne sortira pas de la situation dans laquelle nous sommes sans qu'il y ait des sacrifices de fait. Je crois qu'il ne faut pas flatter non plus les gilets jaunes en faisant semblant de croire qu'on peut accéder à toutes les demandes économiques qui seraient, je dirais, dispendieuses. Jean-Pierre Maugendre. Alors sur ces questions démographiques, je voudrais faire un complément. Peut-être n'a-t-on pas suffisamment réalisé le fait que jusqu'à une époque récente, avoir des enfants, c'était une richesse. C'était une richesse parce que dans une société essentiellement rurale, ils travaillaient sur le domaine, et puis quand vous étiez un peu plus âgé, c'est eux qui s'occupaient de vous. Et globalement, depuis 80 ans, c'est tout l'inverse. Les enfants nous appauvrissent. Ils nous appauvrissent, on l'a évoqué tout à l'heure, matériellement, uniquement bien sûr. Ils nous appauvrissent tout au long de notre vie professionnelle, de notre vie active, et nous n'en retirons quasiment aucun avantage au moment de la retraite, puisque les syndicats représentants des salariés, au nom de la diminution de la dette de ceci ou de cela, à chaque fois qu'il y a des tours de table, réduisent
plafonne les avantages qui sont liés aux personnes qui ont effectivement élevé plus de 3 enfants. Donc ça aussi c'est une donnée forte. Sous cet aspect, le paradigme a été complètement inversé. Avoir des enfants, c'était une richesse. Aujourd'hui, avoir des enfants, c'est s'appauvrir. Et tant que le paradigme n'aura pas été changé, d'une manière ou d'une autre, à la fois d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue culturel, il est vain d'espérer redresser notre courbe démographique, qui est l'avenir de notre pays, qui est la condition de son existence et de sa survie. Le reste, c'est des billevesées, c'est de l'agitation, mais à l'échelle de 50 ans, Évidemment, mais... quand on parle des Gaulois, mais quand les Gaulois de souche, ils représenteront 25% de la population qui est sur les 550 000 km² que représente notre territoire national, eh ben, ce sera plus la même chose. Effectivement, c'est fondamental de le rappeler. Alors, pour revenir peut-être et pour terminer sur ce problème de la fiscalité et pour dénoncer cette tentative de diversion qu'essaie d'opérer l'extrême gauche, enfin la gauche radicale. Rappelons que son but, sa fin, c'est quand même la révolution marxiste, rien d'autre. Et pour ça, elle est prête à tout. Et c'est pour ça qu'elle essaie de récupérer ce mouvement populaire et de le réorienter vers des faux combats. Et pour ça, elle essaie de flatter, comme elle a toujours fait, les bas instincts. Et en premier lieu, la jalousie. Pour exciter la haine entre classes, puisqu'elle a besoin de la lutte des classes pour parvenir à ses fins. Alors, concept libéral, lutte des classes. Ça, c'est intéressant, mais on n'a pas le temps d'en parler. Oui. Alors la gauche radicale entend mettre démagogiquement sur le tapis la question de l'ISF, dont elle exige le rétablissement. Malheureusement, certains gilets jaunes reprennent un peu naïvement ça, mais à première vue, ça peut sembler légitime, mais il faut voir que c'est pourtant une question qui est complètement hors sujet. D'abord parce que l'ISF contribuait marginalement au budget de l'État. Et si l'État ponctionne tellement les Français, il faut rappeler que la France est le pays européen où l'on paye le plus d'impôts. Si l'État nous prend tellement d'argent, c'est d'abord parce que l'argent est dépensé n'importe comment. Et ça, il faut le rappeler sans arrêt. En effet, chaque année, l'impôt est utilisé de façon scandaleuse. Des dizaines de milliards pour les intérêts de la dette publique, des intérêts privés. Des dizaines de milliards pour l'immigration. Des milliards pour l'Union européenne, chaque année. C'est entre 5 et 10 milliards d'euros par an de contribution nette de la France à l'Union européenne. Des milliards pour l'Afrique et puis d'autres pays. En 2018, c'est 10 milliards et demi d'euros qui ont été déversés au nom de l'aide publique au développement, donc sans parler du reste. Des milliards pour la bureaucratie. Et puis pour subventionner aussi, évidemment, les journaux et les associations gauchistes, etc. Faut toujours rappeler ça. L'argent est mal. Si encore il est utilisé mais c'est d'ailleurs une légitimement, des raisons majeures du mécontentement. Voilà, mais il faut bien le rappeler. Le peuple se rend compte que son argent est dépensé de façon aberrante. Et on ne voit pas le retour, en effet. Ils ne voient pas le retour sur investissement. Voilà. Et puis sur l'ISF lui-même, il faut rappeler certaines choses. Parce que vous allez me dire, c'est marginal comme débat. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ça devienne un mot d'ordre des Gilets jaunes. Il faut rappeler que d'abord, et ça c'est important à mon avis, le problème, c'est pas qu'il y ait des gens riches. Le problème, c'est qu'il y a des pauvres. Voilà. En soi, c'est bien qu'il y ait des gens riches pour un pays. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Il faut vivre l'économie. Il y a un dicton qui dit quand les riches sont pauvres, les pauvres sont morts. Voilà. Le racket des pauvres n'a pas à être remplacé par celui des riches. Voilà. Et puis il faut aussi rappeler que les plus riches échappaient à l'ISF, par les mécanismes fiscaux, en faisant des holdings, etc. Tout comme les multinationales qui ne payent pas d'impôts chez nous. Voilà. Et puis l'ISF, là, actuellement l'IFI, comme les droits de succession, c'est un impôt sur des biens et des revenus qui ont déjà été imposés par l'impôt sur le revenu, les droits de mutation, la TVA, etc. Donc c'est une double imposition. Est-ce que c'est juste moralement, bon, c'est assez parce que la taxe foncière aussi, c'est qui est un scandale. Et puis il faut rappeler aussi sur l'ISF, je termine là-dessus, Guillaume Bernard, l'ISF, donc sur le patrimoine immobilier, c'est celui qui est actuellement maintenu, fait que des gens avec peu de revenus et qui ont hérité d'un bien immobilier qui a pris de la valeur, selon les prix du marché au fil des ans, ne peuvent pas le garder. Par exemple, de nombreux habitants de l'île de Ré, mais on pourrait multiplier les exemples, ont dû vendre leur maison ancestrale parce que la valeur avait monté et l'ISF leur tombait dessus et qu'ils n'avaient pas moyen de le payer. Et de nombreuses propriétés familiales sont condamnées à être vendues. Voilà. C'est la notion de patrimoine en tant que telle qui est attaquée. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez aussi des propriétés viticoles. Aussi, oui, tout à fait. Dans le Champagne, ça fait de très gros dégâts. Par exemple. C'est impossible. Et voilà, donc il faut rappeler aussi que les capitaux, les entreprises fuient l'enfer fiscal français pour des cieux plus cléments, voilà, parce qu'on est surtaxé et que ça a des conséquences terribles pour tout le monde, pour toute la population. La fuite des Français fortunés, de leur richesse à l'étranger, c'est plusieurs milliers chaque année. On a parlé de 12 000 millionnaires rien qu'en 2016.
donc pas les plus riches, à cause de cette pression fiscale. C'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la nation. L'économie française s'est appauvrie pendant des décennies à cause de ça, à cause de cette idéologie. Et donc l'ISF coûte en réalité beaucoup plus à la nation qu'il ne lui rapporte. Guillaume Bernard, vous voulez dire quelque chose ? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est le symbole, si vous voulez. Je suis parfaitement d'accord avec votre analyse, mais si vous voulez, il est extrêmement délicat, je dirais, de traiter de ce sujet parce que évidemment, lorsque l'on parle de l'ISF, la plupart de nos concitoyens pensent immédiatement, je dirais, aux revenus boursiers, au capital financier. Alors, il est bien évident que toute une partie du capitalisme a muté. On n'est plus dans le capitalisme familial, entrepreneurial, qui, je dirais, investit pour, créer de la valeur ajoutée. On est dans un capitalisme, au moins une partie de ce capitalisme est devenue, je dirais, exclusivement financier, avec une recherche de rentabilité, la plus rapide possible. Et donc, sincèrement, je pense que, bien sûr, votre raisonnement est exact, mais que symboliquement, il sera extrêmement difficile de faire comprendre que, je dirais, l'ISF est une chose contre-productive. Et surtout, ce qui est exaspérant, c'est qu'en fait, certains disent qu'il faut le rétablir, alors qu'en fait, il n'a été supprimé que sur une partie. C'est-à-dire qu'en fait, il a été supprimé sur ce qui aurait dû être, pour ce qui aurait dû être maintenu et supprimé pour l'autre. Voilà. Mais bon, ça me semble important quand même de rappeler, de redonner certains arguments pour éviter peut-être autour de nous, à certains, de tomber dans des faux combats. Voilà. Je n'ai pas l'impression que l'extrême gauche, sa récupération... Non, je ne sais pas si ça porte, mais... Alors, on l'a bien vu, le discours à l'opéra, là, il y a... Absolument, qui était remarquable. Remarquable. Et d'ailleurs, on peut le souligner, les gilets jaunes... Je ne peux pas rattraper ça. Non. Il y a incontestablement des gens qui ont été sur les plateaux télévisés qui étaient sans doute discutables, mais il y en avait d'autres qui étaient absolument, je dirais, remarquables. Et moi, je crois qu'il y avait dans la cohérence de leur discours, dans l'expression, dans la qualité de l'expression, et il est absolument... Enfin, moi, il me paraît tout à fait possible qu'émerge, je dirais, un personnel politique de remplacement. Le grand remplacement de la classe politique. De toute la classe politique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça que les gens veulent. Mais je pense que la gauche radicale est très décrédibilisée, en effet. Elle court davantage après les migrants, dont elle espère faire une nouvelle armée. C'est comme ça qu'elle voit les migrants, des déracinés qu'elle pourra enrôler sous sa bannière. La gauche radicale. Et d'ailleurs, Philippe Poutou, samedi dernier, le chef de file du NPA, avant la grande manifestation de samedi, a expliqué qu'il ne pourrait pas y aller parce qu'il allait à une manifestation pour les migrants. Voilà qui est révélateur des véritables préoccupations de l'extrême gauche. Donc pas la défense de la France d'en bas, la France qui se lève tôt, mais son combat, c'est l'importation massive d'immigrés. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus s'appuyer sur les troupes de souche, donc elle compte sur les déracinés pour s'enrôler sous sa bannière et pour pouvoir faire sa révolution. Parce qu'elle considère les immigrés comme des révolutionnaires nés, entre guillemets, selon l'expression de l'idéologue gauchiste Herbert Marcuse. À propos de ces migrants que moi personnellement j'appelle des illégaux, des irréguliers, je pense que cette espèce de dispersion de ces personnes dans la France profonde pour les loger a eu un effet assez percutant sur la population de la France profonde, parce qu'elle s'est rendue compte de ce concernés. Et elle s'est rendue compte qu'on aurait imposé ces gens-là avec leur argent aussi. Je crois qu'ils se sont rendus compte de faits dont ils n'étaient pas très au fait s'ils n'étaient pas dans de grandes agglomérations. Ça a pu jouer aussi sur... Alors, malheureusement, il ne nous reste que 2-3 minutes pour conclure. Alors, messieurs, est-ce que je peux vous demander très brièvement de nous partager vos conclusions, les perspectives que vous voyez pour ce phénomène ? Guillaume Bernard. C'est un mouvement qui, même s'il s'épuise, aura été les prémices, aura été annonciateur, je dirais, d'une transformation du débat politique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement satisfaisant.
je suis fasciné. Alors moi, je pense qu'évidemment, la composition d'une ou plusieurs éventuelles listes de gilets jaunes aux européennes est tout à fait discutable. Mais je suis fasciné par le fait que même ceux qui avaient, je dirais, une certaine sympathie pour le mouvement, qui l'exprimaient, tout d'un coup, se sont, je dirais, réveillés en disant qu'il ne fallait surtout pas que les gilets jaunes essayent de se présenter, ou que des gilets jaunes essayent de se présenter aux européennes. Hein. Ouais. Touchez pas au Grisby, maintenons notre monopole sur la politique. Voilà, je le maintiens. Il y a des partis contestataires qui, dans le système, sont anti-système, mais comparés aux gilets jaunes, eh bien, en fait, ils sont eux aussi le système. Je peux reprendre un texte, la conclusion. Il y a près de 80 ans, alors que les élites de son pays souhaitaient trouver avec Adolf Hitler un gentleman agreement qui eût sauvegardé l'Empire, un homme se dressa et changea le cours de l'histoire. Winston Churchill, le 13 mai 1940, promit à son peuple du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Oui. Ce furent les classes populaires qui lui apportèrent le soutien le plus massif et le plus constant. Il avait osé désigner l'ennemi, le nazisme hitlérien. Aujourd'hui, la France qui ne veut pas disparaître doit mener une guerre sur deux fronts. D'abord contre le mondialisme matérialiste et hédoniste, destructeur des communautés naturelles et fondateur d'un ordre marchand qui fait l'impasse sur nos enracinements comme sur nos aspirations spirituelles. Ensuite, un islam fondamentaliste dont l'objectif ultime est d'imposer la charia à l'ensemble de la planète. Si la révolte des Gilets jaunes permet à un homme ou une femme animé de ses convictions d'émerger, cette insurrection n'aura pas été vaine. Sans cela, elle n'aura été que le chant du cygne de ce qui aura été la plus vieille nation du monde et la mère des arts, des armes et des lois. Ah oui, on ne peut pas croire que ce soit le chant du cygne. En tout cas, on vit une période très intéressante. Malheureusement, nous devons arrêter là cette émission. Nous n'avons plus de temps. Il y avait beaucoup de choses à dire. Peut-être une prochaine fois. Merci à vous. Merci d'être venus. Pardon aux auditeurs dont nous n'avons pas pu lire les messages. Et puis, puisque c'est de saison, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la France profonde dirigé par Thibaut Dechassé, assisté d'Elisabeth, diffusé en direct jeudi 20 décembre 2018 de 21h30 à 23h et réalisé